Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la partie 2 justement qui va concerner les unités de stockage externes et je vous propose qu'on attaque ça tout de suite après l'intro, c'est parti. Comme je vous ai dit tout de suite avant l'intro, aujourd'hui on va attaquer la partie 2 de la petite série qui attaquait justement les unités de stockage externes à votre unité centrale, donc externe à votre PC, tout ça. Quels sont les avantages, les inconvénients, quel genre de technologie s'offre à vous et laquelle choisir et pour quelle utilisation. Je vais vous expliquer un petit peu tout ce qu'il faut savoir et après je vous expliquerai mes démarches pour choisir éventuellement la meilleure solution dans mon cas d'utilisation. Donc on va attaquer assez rapidement dans le vif du sujet, mais il y a peut-être certaines notions qu'on a expliquées dans l'épisode 1 que vous avez peut-être loupé si vous tombez que sur cet épisode. Donc je vous invite à aller voir justement l'épisode 1, à aller comprendre un petit peu ce dont on va parler, les raids, tout ça, les disques durs, et peut-être qu'après vous pourrez revenir et puis vous comprendrez plus facilement cet épisode. On va s'attaquer tout de suite au vif du sujet. Donc on a deux principales solutions de stockage qui vont être plutôt intéressantes. Donc d'abord on va voir les NAS et à côté on va voir les DAS. C'est des solutions de stockage qui ont pour particularité justement de pouvoir associer de manière générale plusieurs disques durs. Donc avec des RAID, comme vous l'aurez compris, ou si jamais vous voulez pas faire de RAID, vous êtes totalement libre de ne faire aucun RAID à l'intérieur, même si vous cassez un petit peu l'intérêt de ce NAS ou de ce DAS. Personnellement, c'est un petit peu ce que je vois là. Après, vous faites ce que vous voulez, comme je vous dis, c'est votre matériel, c'est vous qui voyez. Ces petites unités là, elles vont avoir deux noms différents, donc peut-être deux fonctionnements différents, c'est ce que vous devez vous dire. Principalement, l'idée derrière tout ça, c'est de pouvoir associer des disques durs et les lire depuis un PC. Maintenant, c'est pas la même chose puisque le DAS, ça va être en USB, donc avec un seul PC à la fois. Et après, on va avoir le NAS qui, comme son nom l'indique, pour peut-être certaines personnes, ça paraîtra logique, mais on a le mot network tout en premier et du coup, il est accessible depuis tout le réseau. C'est-à-dire que tous les ordis sur le réseau de chez vous pourront avoir accès à ce stockage à condition que vous les autorisiez. Après, bien évidemment, avec le micro logiciel, vous pouvez organiser un petit peu tout ça, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Donc, le gros avantage du NAS ici, c'est que vous serez en réseau, vous aurez la possibilité justement d'avoir accès à ce stockage un petit peu partout dans votre maison. Et si vous faites les démarches pour pouvoir le faire, enfin les démarches en gros, si vous faites les autorisations, tout ça dans le logiciel, vous pourrez même y accéder depuis en dehors de chez vous. Alors là, ça a des gros avantages comme des gros inconvénients, mais on y reviendra encore une fois un petit peu après. Alors les deux vont avoir comme principale utilisation exactement la même chose, mais on va dire qu'il y en a un qui est un peu plus compliqué à paramétrer que l'autre, et si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, bah, il y en a un qui sera forcément un peu plus simple que l'autre, étant donné que peut-être vous n'avez pas forcément un réseau à gérer, ça peut être plutôt pas mal. Donc, on va attaquer par exemple le NAS qui va être le plus compliqué et c'est pas celui qui va nous intéresser le plus dans cette vidéo. Nous, on va plutôt parler du DAS qui est souvent oublié et que j'ai moi-même choisi. Mais pour ceux qui s'intéressent au NAS, peut-être que c'est intéressant d'en savoir un peu plus ici. Déjà, c'est une unité de stockage externe, comme je vous disais, qui va être accessible en réseau. Encore une fois, les gros avantages, c'est que vous pouvez avoir accès un petit peu partout dans votre maison. Et en plus de ça, vous pouvez même vous servir de la box pour justement avoir accès à justement cette unité de stockage un petit peu partout dans votre baraque et même en Wi-Fi avec votre téléphone. Là, c'est plutôt pas mal. Après, quand vous avez des Mac, tout ça, vous pourrez même carrément programmer des trucs qui vont faire en sorte que ça va faire des sauvegardes automatiques dès que le Mac est pas loin du NAS. Ça va faire carrément, ça peut récupérer les photos. Alors, il y a des milliers de trucs super intéressants que vous pouvez faire avec un NAS, mais honnêtement, faut savoir les paramétrer. Ça, c'est le plus gros, c'est vraiment le plus gros problème que vous allez avoir ici. C'est que quand on vous vend un NAS, on dit oui, il peut faire des tonnes de choses, mais si tu sais les paramétrer. Donc là, va bien falloir aussi choisir votre marque. Donc on va avoir Knapp et Synology. Normalement, Synology, c'est un peu plus simple que Knapp, mais c'est beaucoup plus cher. Donc basiquement, il faudra bien choisir entre les deux, c'est vous qui voyez. Mais si vous êtes un petit peu débutant, il faut savoir que pour la même performance, Synology, c'est bien plus cher que Knapp. Donc c'est pas forcément le top du top. Après, pour ceux qui aiment bien mettre les mains dedans et qui savent faire pas mal de choses et qui savent même se débrouiller, vous pouvez même carrément faire ce genre d'unité de stockage, donc un NAS, avec un PC qui traîne chez vous. Et là, ce sera sur d'autres vidéos parce que moi, personnellement, je ne me suis pas trop penché sur le sujet. Pour ceux qui s'intéressent également et qui veulent apprendre pas mal de choses, ça peut être intéressant de le faire vous-même. Toutefois, il faudra quand même vous dire que c'est pas sans risque, hein, parce que bah, basiquement, quand il y a un problème, ce sera à vous de le régler et vous ne pourrez pas vous retourner sur la marque pour dire ah, il y a un bug, wow, c'est quoi ce bordel, tu vois. C'est toi qui l'as mal programmé. Maintenant, vous en savez un petit peu plus au niveau du NAS. Les gros avantages ici, c'est que c'est accessible plutôt partout, que vous pouvez avoir du stockage sécurisé grâce au RAID, donc un point commun avec le DAS. Et en plus de ça, bah, vous pouvez même carrément avoir un système justement d'administrateur et utilisateur en verrouillant certaines partitions pour certaines personnes, en donnant accès ou pas à certains fichiers. Et puis vous pouvez même tout verrouiller comme ça avec des mots de passe. Le gros avantage aussi qui est plutôt pas mal pour certaines personnes et qui peut aussi bien se retourner en inconvénient, c'est justement le fait de pouvoir avoir accès à son stockage même en dehors de chez soi en programmant justement la gestion à distance. Donc ça c'est pas mal, mais encore une fois ça peut se retourner en inconvénient parce que ça diminue très fortement la sécurité de votre NAS. Puisque s'il a accès au monde extérieur, les gens ont aussi accès à lui et techniquement quelqu'un un peu de mal intentionné peut rentrer dedans.
Le deuxième gros inconvénient que je vois tout de suite pour le NAS, c'est que les débutants, si vous avez la flemme d'apprendre à régler et tout, basiquement, vous pourrez rien faire de votre NAS. Donc, va falloir vraiment mettre les mains dedans à un moment donné. Alors oui, il faut se prendre la tête une fois et tout faire d'un coup, pourquoi pas, ou vous faire ça sur une semaine. Mais basiquement, il faudra le programmer dès qu'il arrivera et il faudra le faire un jour ou un autre parce que sinon, ça ira pas. Donc après, les solutions toutes faites, comme je vous disais, ça restera quand même le plus simple, même si c'est pas forcément le plus rentable au niveau budget. Et puis du coup, on va avoir la deuxième solution qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui et qui est souvent oubliée, c'est justement les DAS. Alors les DAS, c'est tout pareil que justement un NAS, mais sans réseau. Donc vous ne le programmez pas, vous n'avez pas à avoir justement des gestions à distance ou ça. Alors oui, ça peut être un inconvénient, mais basiquement pour moi c'est un gros avantage parce qu'au moins vous n'avez pas à vous prendre la tête pour le programmer tout ça. Les raids, vous pouvez les faire avec des deep switch qu'il y a derrière. Donc en gros, c'est des petits interrupteurs que vous mettez dans certaines positions qui sont dans la notice pour vous permettre de cumuler vos disques. Et basiquement, il n'y a rien d'autre à faire après que de le brancher pour l'alimenter et de le brancher en USB pour avoir accès avec votre PC. Et là, c'est beaucoup plus simple et ça va très vite. Moi, je cherchais la simplicité en tout cas avant tout. Et comme j'ai pas forcément besoin d'avoir accès à ce stockage avec 12 000 PC, eh ben, c'est plutôt pas mal d'avoir un truc plutôt simple et au moins ça a permis aussi de réduire un petit peu la facture qui était déjà très élevée. Je me suis orienté personnellement chez un Knapp qui était particulièrement intéressant là durant ses soldes. Il a fait des très grosses baisses de prix. Je l'ai retrouvé à environ 140 € et on parle ici du TR04 qui est plutôt pas mal. Alors à la base, c'est une unité d'extension justement pour les NAS. Donc si vous avez déjà un NAS, eh ben, vous pouvez le mettre celui-là derrière et ça va vous permettre d'étendre votre NAS sans pour autant avoir à acheter un autre NAS derrière encore plus gros, tu vois, ou encore plus performant parce que peut-être que tu n'en as pas besoin. Et en plus de ça, vous avez aussi la version TR02 que j'ai eu aussi sous la main parce que j'ai un de mes proches qui l'a acheté. Et du coup, ça m'a permis aussi de vous faire quelques plans visuels un petit peu de celui-ci, même si on ne rentrera pas dans trop de détails ici. Donc, comme vous pouvez voir, on a deux solutions particulièrement intéressantes. Donc, la version 2B, elle était autour de 110 €. Et puis, moi, j'ai payé la version 4B autour de 140 €. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai pris un 4B ici. Alors, pourquoi j'ai choisi un 4B et pas un 2B comme a fait la personne justement de ma famille? La personne qui a fait ça justement dans ma famille voulait s'en servir directement avec la plus grosse configuration possible à l'intérieur. Enfin, la plus grosse configuration de disque dur qui programmera une fois et puis c'est fini. Moi, je me suis dit que éventuellement, j'allais continuer à faire des vidéos un jour ou un autre. Donc, forcément, il fallait de la place parce que les vidéos ça prend vite de la place et j'ai pas envie de perdre du temps à chaque fois que je perds mes données. En plus de ça, j'avais un disque dur externe où je mettais tout de suite sur 5 Tera. Je vais te dire, il a failli crever une ou deux fois, vaut peut-être mieux sécuriser les données. Donc il me fallait un RAID où les données étaient sécurisées et pourquoi pas par la suite un RAID où je pourrais gagner du temps en rajoutant deux autres disques durs à côté puis je passerai en RAID 10. Donc j'aurai le bonus de débit plus le bonus justement de sécurité des données. Donc j'ai voulu aussi partir sur un 4B pour avoir cette solution éventuellement d'évoluer par la suite et ça peut être plutôt pas mal. Mais vu le prix des disques, on va quand même vite se remettre en question parce que j'ai acheté deux disques durs Iron Wolf de 8 Tera. Alors pour ceux qui veulent un peu plus de caractéristiques sur les disques durs, on est ici sur des Iron Wolf 7200 tours par minute, 256 mégas de cache. On retrouve ici une technologie en CMR normalement si je ne me suis pas trompé. Et franchement, c'est plutôt pas mal. Les disques durs coûtent 200 € pièce. Oui, vous n'avez pas rêvé. Non, je les ai eu un peu moins. Non, ils étaient à 210 à la base. Je les ai eu à 200 € pendant les soldes. Donc, j'étais plutôt content d'avoir cette petite baisse de prix sur mes disques durs. Ça m'a permis de réduire un petit peu le prix du DAS et d'être plutôt pas mal. Avec 8 Tera, normalement, je suis plutôt tranquille. Et j'ai mis mes 8 Tera justement en RAID 1. Si vous avez suivi la vidéo partie 1, justement, et ben vous avez compris que le RAID 1 correspondait au miroir. Donc, les deux disques vont se copier instantanément. Ça va me permettre que justement, que si jamais il y a un de mes deux disques durs qui m'a coûté un rein, il crève. J'ai juste à en racheter un autre ou justement le envoyer en garantie et le remettre après, puis il va se recopier directement. Donc ça peut être plutôt pas mal, hein. C'est pas négligeable comme technologie. Comme je vous disais, en plus de ça, moi je cherchais un truc qui était vraiment simple à programmer. Donc je règle mes deep switch à l'arrière et c'est totalement réglé. Après, il n'y a plus rien à faire à part l'allumer ou l'éteindre quand j'en ai besoin. Après, éventuellement, si vous voulez manager un peu tout ça, vous avez des logiciels qui sont disponibles. Alors là, particulièrement, on a le logiciel de chez Knapp qui est pas mal. Ça vous permet de voir un petit peu l'état de vos disques durs, la température. Si jamais il y a eu des erreurs, il va vous relever un petit peu toutes les erreurs. Et ça peut vous permettre aussi de voir si votre RAID est encore synchronisé ou pas. Donc c'est quelque chose qui est plutôt sympathique aussi pour la gestion des disques, même si ça reste beaucoup plus simplifié que justement sur les NAS où vraiment vous avez un énorme pavé. Et ça, c'est plutôt pas mal aussi d'avoir justement un truc beaucoup plus simple ici. Les petits défauts que je pourrais reprocher justement à ma solution de stockage précisément, donc le Knapp TR04, franchement, quand vous le démarrez, le bip, il est fort, hein. Franchement, tu sais qu'il démarre le bordel, hein. En plus de ça, le truc qui est un peu dommage, c'est que dans le logiciel, on n'a pas de gestion de refroidissement. Donc le ventilateur, il tourne à balle tout le temps. Les ventilateurs vont ralentir quand les disques sont en veille, mais je veux dire, quand il tourne à rien faire quasiment, pourquoi le ventilateur, il tourne tout le temps à fond? Vu la taille du ventilateur, je veux dire, on a un ventilateur de 120 mm.
Voilà quoi, les disques durs, je veux bien admettre qu'ils chauffent, mais il faudrait qu'il y ait une petite sonde à l'intérieur de température pour peut-être régler un petit peu tout ça, parce que c'est un peu dommage justement d'avoir ce ventilateur qui tourne tout le temps à fond. Donc si vous pouvez le mettre un peu loin, c'est pas mal, mais si vous le mettez très près, bah, malheureusement, ce sera un petit peu pénible. Après, si vous tournez en HDD ici, encore une fois, moi, ce que je trouve qui est pas mal, c'est que, bah, le câble est encore une fois beaucoup trop court, quoi. Franchement, tous les fabricants, j'ai l'impression, c'est la course à qui donnera le câble le plus court. Là, vous avez 1 mètre ici avec un USB-C d'un côté et un USB 3.2 de l'autre. Mais personnellement, je trouve que c'est pas encore assez, quoi. Franchement, vous avez qu'un seul mètre. Vous êtes obligé de mettre le truc assez proche de votre PC. Donc forcément, si vous êtes à côté de votre PC, vous entendez grignoter des disques. Donc j'en ai acheté un de 2 mètres pour le mettre un peu plus loin, histoire d'avoir un peu plus de confort. Mais basiquement, c'est aussi un truc qui pourrait faire, quoi. Surtout que la plupart des gens, à mon avis, vont utiliser des disques durs à l'intérieur parce que les SSD, c'est pas encore très rentable pour faire des DAS ou des NAS, tu vois, parce que déjà de un, la durée de vie est pas folle, et de 2, ça coûte très cher. Je doute que beaucoup de gens vont utiliser des SSD à l'intérieur, donc ils pourraient au moins faire l'effort de mettre un câble un peu plus long pour qu'on puisse éloigner un petit peu cet engin du PC, quoi. Mais en tout cas, le DAS c'est plutôt facile à monter, il n'y a rien à dire, je m'attendais à un truc très simple, et c'est très simple au final, donc c'est plutôt pas mal. Donc, imaginons que là, avec ma vidéo, j'ai réussi à vous convaincre de vous faire ce genre de solution. Maintenant, c'était pas forcément mon but parce que je suis pas un vendeur, tu vois. Moi, je te donne des solutions pour que tu puisses sécuriser tes données. Admettons que ça t'a donné envie, que tu te sens un petit peu visé par ce genre de technologie et que tu as envie de le faire. Quel point faudrait que tu regardes absolument sur ton DAS ou ton NAS pour avoir vraiment un bon choix ici? Le NAS, bah, basiquement, il faudra regarder la performance qu'il y a au PS, donc il faudra regarder le processeur qu'il y a dedans, la RAM qu'il y a dedans. Voilà, moi je suis pas un spécialiste dans les NAS, mais basiquement, si tu as un Docker ou que tu as carrément un processeur sur ARM dedans, donc c'est en gros, ça va être un SoC, c'est quasiment les mêmes processeurs que tu retrouves dans des téléphones. Faudra pas t'attendre à des performances colossales parce que basiquement, bah, ça en avance pas une, quoi. C'est un téléphone. Et dès que tu vois Intel dedans avec un Celeron, un Pentium, voire même carrément des trucs un peu plus gros comme un Core i2 Duo, tu sais que là, tu as un NAS qui est vraiment costaud, mais c'est vraiment pour des usages spécifiques, hein. C'est juste pour mettre des photos, le truc sur ARM, ça tourne largement. Par contre, si tu veux lire des vidéos en 4K en instantané, il faudra un truc un petit peu plus gros que justement un petit processeur sur ARM. Et je pense que tu t'en doutais. Après, ça dépend aussi le nombre de disques durs que tu veux mettre, le type de RAID que tu veux faire, et si justement pour les types de RAID, il faudra aller voir la partie 1 pour que tu comprennes un peu mieux ce qui te correspondra. Et une fois que tu sais un petit peu tout ça, tu sauras vers combien de disques durs tu devras t'orienter et quel type de boîtier tu auras besoin justement d'avoir. Après, maintenant que tu sais à peu près le nombre de disques durs que tu dois prendre et justement si tu dois prendre un truc puissant ou pas, va y avoir le châssis qui va être important et surtout aussi le logiciel qu'il y a derrière, surtout pour les NAS, que ce soit Synology ou Knapp. Faudra bien choisir ton truc parce que sinon ça peut vite te compliquer la vie et à un point que tu n'imagines même pas. Donc, choisis bien par rapport à ce que toi tu veux voir, n'hésite pas à aller voir un maximum de revues et franchement, ça t'aidera très largement à faire ton truc et tu verras que ce sera beaucoup plus simple si tu choisis bien. Maintenant, imagine que tu fais un DAS, donc là il y a tous les points qu'on a vus juste avant, c'est pas intéressant. Et par contre, là ce qui va t'intéresser, c'est avant tout le châssis. Bon, le logiciel peut t'intéresser aussi, mais basiquement c'est tellement simple le logiciel en général que voilà, il y aura pas besoin d'aller, chercher midi à 14 heures. Ce sera un truc qui va te dire les disques sont en fonctionnement. Donc à la limite, le logiciel, tu peux t'en foutre. Par contre, il y a des trucs que tu auras besoin de regarder avec pas mal de précision. Ça va être justement la qualité de ton boîtier. Alors déjà, est-ce que ça va être pratique à mettre les disques? Et la taille du ventilateur qu'il y aura derrière, plus justement le type de connexion qu'il y aura à l'arrière. Éventuellement, choisis un DAS justement qui aura des très bonnes connexions, donc avec des trucs plutôt pas mal, genre USB type C ou USB 3.2, histoire de pas être bridé en tout cas si tu as des HDD à l'intérieur. Après, justement, au niveau de la conception du châssis, essaie de privilégier des trucs qui sont plutôt costauds, avec une grande majorité en aluminium si possible, même si ça coûte très vite cher, en tout cas les châssis en aluminium. Et puis si jamais tu peux pas avoir un truc en aluminium, prends un truc avec un énorme ventilateur derrière, enfin, le plus gros ventilateur possible, comme ça tu gagneras au moins en silence et si, comme moi, malheureusement, il va pas être régulé par la température, au moins tu auras un truc qui refroidit bien. Ça va être à peu près les seuls points à voir. Après, bien entendu, il y a des boutons ou éventuellement des LED pour t'indiquer l'état des disques durs. Ça peut être aussi plutôt pratique. Donc normalement, on a fait plutôt bien le tour du sujet. Maintenant, si je devais te donner mon avis un petit peu sur ma solution de stockage à moi, qu'est-ce que j'en pense? Eh ben, je trouve que les disques durs s'en sortent très bien et qu'on a des disques durs très performants, en tout cas, comme je pouvais l'attendre chez Seagate, étant donné que j'ai mis un rein dans mes disques durs, hein, oui, parce qu'on a quand même 400 balles de disques durs là dans ce DAS. C'est cher ou quoi? Et t'as plus cher de disques durs que de carte graphique. Fallait que ça tourne bien et je suis plutôt content en tout cas d'avoir cette solution de stockage qui sécurisera tout ce que j'ai et j'aurai plus forcément avoir la goutte de sueur dès que mon disque dur il commence à envoyer des signes de fin de vie, tu vois. Donc c'est pas mal. Après, est-ce que je suis content aussi de mon boîtier? Franchement, ça a été tellement simple à le mettre en route. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce RGB, à vous abonner si c'est pas encore fait. Puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye les gens.